On les appelle les yeux de lynx, capables de jour comme de nuit de défendre depuis les airs les frontières de l'État. Ces pilotes d'hélicoptères et d'avions de combat israéliens s'efforcent à maintenir une supériorité bleue et blanche dans la région de Gaza à la frontière libanaise et syrienne, au prix d'une intensité maximale d'opérations. Édition spéciale consacrée à l'armée de l'air israélienne. Mais avant cela, le Flash Actu Défense d'Elsa Mimoun. Bonjour Elsa. Bonjour Mathias et bienvenue à tous. Voici l'actualité défense de cette semaine. Israël abat pour la première fois depuis 4 ans un avion de combat syrien. L'appareil avait franchi sur 2 km l'espace aérien israélien au-dessus du Golan. Damas dément. L'appareil se serait écrasé dans une zone contrôlée par l'État islamique. Les experts redoutent une escalade. Et toujours en Syrie, un peu plus tôt cette semaine, Tsahal utilisait pour la première fois son système de défense Front de David contre des missiles qui menaçaient de s'abattre sur le territoire israélien. Il s'agissait en fait de tirs perdus de combats internes en Syrie. Dans le même temps, colère de Damas après l'évacuation pour la Jordanie via Israël des casques blancs pris au piège dans le sud de la Syrie où les combats entre rebelles et l'armée syrienne font rage. Les autorités syriennes qualifient l'opération de criminelle. Israël a réouvert partiellement le terminal de Kerem Shalom par où transitent les marchandises vers la bande de Gaza contrôlée par le groupe terroriste du Hamas. Le passage avait été fermé depuis le 9 juillet dernier en représailles au lancement depuis l'enclave palestinienne de cerfs-volants et de ballons incendiaires ayant provoqué de graves dégâts écologiques en territoire israélien évalué à plusieurs millions de shekels. Et ces violences à Gaza qui ont fait une victime côté israélien puisqu'un jeune soldat, Aviv Levi, a été tué par un tir de sniper. Des centaines de personnes se sont recueillies au cours de son enterrement. Il était âgé de 21 ans. Il est la première victime de Tsahal sur le front de Gaza depuis l'opération Bordure Protectrice en 2014. Voilà ce qu'il fallait retenir. Mathias, place à vos invités. Merci Elsa. Il n'avait que 11 ans en 2007 lorsque les chasseurs israéliens se sont envolés depuis leur base pour détruire la centrale nucléaire syrienne à Deir ez-Zor. Enfant, le lieutenant T ne souhaitait pas forcément être pilote d'hélicoptère de combat. Mais depuis, le virus lui colle à la peau. Nous avons été autorisés à passer plusieurs heures avec lui, de découvrir ou plutôt comprendre le quotidien de la vie d'un pilote. Regardez et on se retrouve juste après pour un long entretien avec le lieutenant T. Base de l'armée de l'air israélienne, dans le sud du pays, 7 h du matin. C'est à 7 h que le lieutenant T arrive, comme chaque jour, pour enfiler son uniforme. Un uniforme pas comme les autres, celui de pilote d'hélicoptère de chasse. C'est un sentiment de fierté qui m'habite quand j'ai l'honneur d'enfiler l'uniforme de l'armée de l'air que je porte pour voler et défendre mon pays. Ce n'est jamais simple de se lever le matin, surtout après une opération, mais quand on se fixe un objectif, c'est beaucoup plus simple. Comme lui, ils sont plusieurs pilotes en service ou réservistes à répéter chaque matin les mêmes gestes. Notre caméra les surprend, les dérange parfois. Car face aux menaces de plus en plus concrètes aux frontières sud et nord, ces soldats sont constamment en alerte. Il y a toujours de l'excitation avant de prendre les commandes de l'appareil. Mais chez les pilotes les plus chevronnés de l'escadrille, c'est le même sentiment. Ça m'émeut de monter dans les airs, de voler au nom de l'État au cours des missions opérationnelles. Bonjour les amis, on va commencer le briefing aujourd'hui. On prend le chemin des poissons dans le nord. Prenez cette direction et ensuite à droite. À 22 ans, le lieutenant T est pilote d'hélicoptère de combat Apache. Rentré en service le 12 septembre 1990, ce mastodonte de plus de 17 mètres de long et 5 mètres de hauteur est présent sur tous les théâtres d'action de Tsahal. C'est ce modèle qui a pris en chasse et abattu le 10 février dernier le fameux drone iranien bourré d'explosifs qui avait pénétré pendant plus d'1 minute en territoire israélien. C'est dans les airs que je peux exercer mon métier. C'est un honneur que je puisse, après tant d'entraînement, tant d'heures de formation, mettre en application mon expérience dans ces moments-là. Et aux commandes de ces engins, des hommes soumis ces dernières années à plus de pression. Avant de monter dans les airs, nous sommes 2 personnes dans l'appareil. On parle en dernier lieu avec le département technique pour s'assurer que tout va bien. Et puis on rentre dans un mode opérationnel total. Je ne parlerai pas du mode automatique parce qu'en fin de compte, nous sommes des hommes à l'intérieur de l'hélico. Il n'appelle jamais sa famille avant de monter dans son appareil. Le travail, avant tout. Selon le mythe, il leur arrive même d'écouter la radio dans les écouteurs. Certains
en aurait même profité pour suivre en direct, par à coup, la dernière finale de la Coupe du Monde. Comment ça va? Tout va bien, comment ça va? Je suis prêt. Explique-moi quel est ton rôle. Je suis pilote. Je suis de l'escadrille 190, pilote de chasse dans des hélicoptères de combat. On a l'impression que ces derniers temps, que ce soit les pilotes d'avion ou d'hélicoptères, vous n'avez quasiment plus de vie. Il n'y a pas de vie? C'est ça que vous pensez? C'est au moins ce que l'on ressent vu de l'extérieur. Il y a des périodes plus chargées, il y en a qui le sont moins. Mais en fin de compte, chaque période nous demande de remplir notre fonction et ça fait partie de la vie. C'est une partie de la vie. Il y a la vie privée à la maison et il y a la vie à l'armée, comme combattant à l'armée. Et nous vivons plus cette vie-là ces derniers temps, disons-nous. Mais est-ce que vous saviez qu'à un moment ou à un autre, vous seriez constamment 24 heures sur 24 en alerte? D'abord, oui. Et c'est à ça qu'on se prépare, c'est pour ça qu'on nous entraîne, pour ce moment où effectivement il va falloir agir sur tous les secteurs, à chaque instant. Et nous y sommes prêts, nous nous y entraînons et nous sommes prêts pour ça. Donc ce n'est pas une surprise. Et c'est ça la vie à l'armée. Vous confirmez qu'il y a plus d'intensité dans les opérations aujourd'hui? Oui, c'est ce qu'on voit aux informations peut-être, et la réalité, on est assez proche. Pourquoi cette humilité? Pourquoi ne pas prendre le crédit des opérations? Question difficile. Je ne vois pas de raison de dire des choses qui ne sont pas exactes. C'est la réalité en fin de compte. J'ai été formé comme tout autre combattant à l'armée. Et moi, c'est dans un hélicoptère. D'autres, c'est avec leurs armes. Voilà. Explique-moi, c'est quoi cet appareil? C'est un hélicoptère Apache, un hélicoptère américain qui a quelques bonnes dizaines d'années déjà et qui est à l'armée depuis les années 90, à peu près 2 escadrilles qui l'utilisent. C'est un hélicoptère de combat. Mais c'est quoi son rôle? Les escadrilles d'hélicoptères de combat ont 4 missions centrales, qui sont l'attaque, la défense de l'espace aérien, l'aide aux forces au sol et l'escorte. Mais laquelle des positions préfères-tu? Ce sont 4 missions pour lesquelles nous sommes prêts et on ne choisit pas ce qu'on a à faire, on fait ce qu'il y a à faire et c'est tout. Comment l'armée de l'air gère justement cette intensité des opérations? L'armée de l'air, en général, est connue pour sa capacité de débriefing. Et c'est comme ça que nous travaillons toujours. Ce n'est pas que les choses changent et on change la façon de travailler de l'armée de l'air. Il y a des lignes très claires, une mission essentielle qu'il faut réaliser. Et en fin de compte, chaque nouveau défi qui se présente, aujourd'hui, dans 2 semaines, on fait les adaptations nécessaires pour remplir nos missions le mieux possible. Comment expliques-tu la différence entre l'armée de l'air israélienne et les autres armées? Une des raisons, en fin de compte, c'est ce que j'ai décrit, le débriefing. C'est comme ça que nous travaillons à l'armée de l'air depuis toujours et jusqu'aujourd'hui, et ça fonctionne. Cette capacité que j'ai de voler avec quelqu'un qui est plus âgé que moi de plusieurs dizaines d'années, qui a l'âge de mon père, pratiquement. Et je peux voler avec lui, à la fin du vol, il descend, et c'est moi qui le ferai un débriefing, je lui dirai ce qu'il a mal fait, pas seulement ce que moi j'ai mal fait, et je peux apprendre de ses erreurs dès le premier jour. Est-ce que c'est dur pour toi de ne jamais avoir le crédit d'une opération? On parle toujours de l'armée de l'air, mais pas d'un pilote en particulier. À mon avis, aucun combattant à l'armée n'a pas pour objectif de tirer gloire de ce qu'il fait personnellement. En fin de compte, la fierté de tous, c'est la puissance et les résultats de l'armée en général. Et donc, peu importe qu'on m'appelle X ou autre chose à l'armée, en fin de compte, la mission a été accomplie, c'est la chose la plus importante. Quand tu vois les soldats combattre au sol, qu'est-ce que tu ressens? En fin de compte, comme je vous l'ai dit, il y a les missions de l'ensemble de la flotte, d'accompagner les troupes. Nous sommes très liés à l'infanterie, nous nous entraînons avec eux et
Et c'est une fierté de les voir, au sol aussi, et de voir les avions de combat au-dessus de moi, et les hélicoptères de combat, et l'infanterie. C'est une puissance militaire. Je repose la question, quand tu vois les soldats au sol sous le feu, qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Je me mets en mode mission pour lequel j'ai été entraîné, parce qu'en fait, c'est ma mission principale, d'aider l'infanterie, et j'ai des amis et des membres de ma famille à l'armée, au sol, dans diverses missions, et je sais que c'est ça mon rôle. Il n'y a aucune chance que je ne les aide pas et que je n'arrête pas la menace. Tu le sais, que tu es constamment une cible. Oui, bien sûr, c'est vrai. En fin de compte, les deux côtés s'entraînent. Nous nous entraînerons mieux, nous n'arrêterons pas de nous entraîner et nous débrieferons, nous améliorerons constamment et ainsi, on sera toujours plus près à tout ce qui peut arriver. Peu importe quoi. Donc tu ne ressens jamais de peur lorsque tu t'approches d'un front particulièrement difficile ? En fin de compte, je suis un combattant à l'armée. Le sentiment de peur n'existe pas pendant qu'on est en mission, pendant qu'on est dans les airs. Au sol, après, on réfléchit. Mais quand on est au combat, on est au combat. J'imagine que ce qui te rend le plus heureux, c'est que les soldats sont rentrés sains et saufs. Ouais. Merci. Merci à vous. De la guerre des 6 jours en 1967 à l'opération Orcard, 50 ans plus tard, en passant par le pilonnage de Zirak en 1981, l'armée de l'air israélienne a marqué de son empreinte les grandes pages de l'histoire militaire d'Israël. Retour en images sur ces grandes dates, on en parle plus longuement avec celui qui était aux commandes d'un des appareils qui a frappé en Irak et devenu quelques années plus tard le chef des renseignements militaires. Frapper des cibles terrestres depuis le ciel, protéger le pays des menaces aériennes ennemies ou encore transporter des soldats ou des équipements, les forces aériennes israéliennes sont impliquées dans de nombreuses missions à succès. En voici quelques exemples. 1967, alors que le jeune État hébreu a déjà vécu plusieurs conflits, la guerre des 6 jours éclate et oppose Israël seul à plusieurs armées arabes. En l'espace de 3 heures, la quasi-totalité de l'aviation égyptienne est détruite par l'armée de l'air qui endommage également les forces aériennes jordaniennes, syriennes et irakiennes. 1981, un raid vise le réacteur nucléaire d'Ozirak dans lequel un ingénieur français est tué ainsi que 10 soldats irakiens. L'opération est baptisée Opéra et est considérée par la suite comme un exemple d'attaque préventive. 1985, Tsahal vise la cible la plus lointaine jamais attaquée, le centre de commandement de l'OLP en Tunisie, au cours de l'opération Jambe de bois, une mission ordonnée par le Premier ministre israélien de l'époque, Shimon Peres. 2007, l'opération Orcard est lancée. Objectif, détruire une installation nucléaire nord-coréenne présumée à Deir ez-Zor en Syrie, des faits reconnus seulement 10 ans plus tard par Israël. Après les succès, il y a aussi les échecs. En 1997, 2 hélicoptères transportant des soldats israéliens vers le sud Liban entrent en collision. Le bilan est lourd, 73 militaires sont tués, un deuil national est décrété. Cet incident représente l'un des facteurs déterminants dans la décision d'Israël de se retirer du sud Liban en 2000. Plus récemment, en février dernier, un avion de combat F-16 israélien s'est écrasé en Israël après avoir essuyé des tirs de la défense antiaérienne syrienne alors qu'il frappait des cibles iraniennes et syriennes. Une première depuis 30 ans. L'armée de l'air israélienne est aussi redoutée que ciblée par ses adversaires qui cherchent à contester sa supériorité dans la région. Et pour parler plus généralement de l'armée de l'air et de ses missions aujourd'hui, mon invité, le général Amos Yadlin, merci de répondre à nos questions. Vous êtes ancien général de l'armée israélienne, ancien chef des renseignements militaires et surtout sous-commandant de l'armée de l'air. Alors première question, comment aujourd'hui l'armée de l'air s'adapte aux nouvelles menaces qui pèsent sur son unité et sur Israël ? L'armée de l'air se prépare toujours 5 ans, 10 ans à l'avance aux nouvelles menaces. Les menaces peuvent être de nouveaux avions, peuvent être de nouveaux systèmes de défense aérienne comme le S-300, le S-400 ou des plus petits systèmes, surtout des systèmes de défense russes. Et les menaces peuvent être aussi des menaces non contre l'armée de l'air mais contre l'État d'Israël. Et l'armée de l'air est l'élément central pour traiter de ces menaces. Et donc l'adaptation de
de l'armée de l'air est dans l'avantage technologique qu'il essaie toujours, comme a dire le F-35, et dans les doctrines de combat que l'armée de l'air développe, et surtout dans des personnes extrêmement entraînées, dans un système extrêmement entraîné et huilé qui peut répondre aux menaces avant que les menaces n'arrivent. La question est de savoir, est-ce que sans l'armée de l'air, l'armée israélienne peut protéger les frontières? L'armée de l'air est en effet un élément central, le plus central, très fort dans tout ce système. C'est lui qui défend les frontières depuis l'espace aérien, sans lequel on ne pourrait pas le faire. Il défend les frontières contre les avions, contre les missiles, les roquettes, et toute la défense aérienne est de son fait. La défense au sol n'est pas de sa responsabilité, et cela doit être fait par l'infanterie en mer, ça doit être fait par l'armée maritime. Mais là, encore une fois, quand il y a un problème qui se développe, l'armée de l'air est toujours là pour aider. Et donc l'importance de l'armée de l'air est dans le fait qu'elle est aussi une armée de l'air très efficace, qui est basée sur du bon renseignement, et dans la mesure où l'armée de l'air est versatile, qui le matin peut défendre ou se battre à Gaza, le soir, si c'est nécessaire, il se trouvera au nord, sur le plateau du Golan, et s'il est nécessaire de mener une attaque pendant la nuit en Syrie, il peut le faire. Il peut faire de la défense et de la mission d'attaque. Et donc, en fin de compte, quand on recherche l'efficacité opérationnelle par rapport à ce que vous investissez, il est évident que l'armée de l'air est le centre. Comment vous expliquez que les ennemis, justement, d'Israël n'ont pas trouvé encore la solution ? Je suppose qu'ils essaient en permanence. Je fais partie de la génération de la guerre de Yom Kippour. Lors de la guerre de Yom Kippour en 1973, ils avaient trouvé une solution. Ils ont trouvé une solution. D'un côté, ils ont mis leurs avions dans des caches souterraines que nous ne pouvions pas détruire comme on l'a fait en 1967 lors de la guerre des 6 jours où nous avions détruit les avions au sol. Et d'un autre côté, ils ont développé des systèmes extrêmement denses de missiles soviétiques de défense aérienne, SA-3, SA-2, SA-6. Ils continuent à essayer de faire ces tentatives, mais comme je l'ai dit précédemment, nous avons tiré les leçons de la guerre de Kippour et nous essayons constamment d'être un pas avant eux, et nous continuons à réussir, et ils réussissent encore, et pourtant nous devons toujours nous poser la question, est-ce qu'on ne s'attend pas à une autre surprise? Et justement, pour contourner cet effet de surprise, est-ce qu'il ne faut pas avoir de bons renseignements? Je crois que vous touchez en fait à ce que j'ai senti personnellement. D'un côté, l'armée de l'air est très forte, technologiquement, très moderne. D'un autre côté, son efficacité n'arrive pas à avancer s'il n'y a pas de renseignements de très bonne qualité qui lui permettent d'agir. Et donc, la surprise, c'est du domaine du renseignement. Le renseignement doit constamment essayer de déchiffrer, de découvrir les secrets, les énigmes préparées par l'ennemi et donner constamment une réponse aux surprises stratégiques comme celle de la guerre du Kippour, mais aussi de surprises tactiques avec de nouveaux systèmes d'armement qui sont mis en place, des embuscades, des tentatives d'enlèvement, etc. Et la combinaison de bons renseignements et d'une bonne armée de l'air, c'est ce qui nous protège et nous donne cet avantage et cette supériorité. D'ailleurs, ce qui me laisse penser à cette frappe supposée, selon des rapports étrangers, de chasseurs israéliens contre des missiles sophistiqués, notamment à la base T4 en Syrie, la base iranienne, où, selon la plupart des experts, les armes étaient encore dans leur plastique avant même d'avoir été sorties de leur entrepôt. C'est donc un renseignement particulièrement précis ici. Je pense que vous touchez là une certaine attaque et moi je veux parler de la situation générale. La situation générale en 2018 est la suivante. Les Iraniens, après avoir aidé Assad à remporter la guerre civile, ils essaient de s'installer militairement en Syrie. Tant pour doubler la présence du Hezbollah sur le plateau du Golan, organisation terroriste, mais aussi bien au-delà de la ligne de 70, 80, 100 km avec des missiles qui ont une portée de centaines de kilomètres, mais qui ont aussi une précision de quelques mètres ou de 10-20 mètres. Et donc,
Israël est fermement décidé de ne pas permettre à cela d'avoir lieu. Les Iraniens sont fermement décidés à ce que cela ait lieu et cela amène de temps à autre à ce que nous entendons le matin ou le soir, à savoir qu'une base iranienne a été attaquée ou des systèmes d'armement iraniens ont été attaqués. Ceci est effectivement un potentiel d'escalade. Nous devons faire attention, les Iraniens n'ont pas renoncé, les Russes essaient de les éloigner, nous ne sommes pas sûrs qu'ils y arrivent. Et là, encore une fois, l'essentiel du travail opérationnel est au niveau du renseignement qui doit trouver ce que font les Iraniens, quelles sont leurs intentions et où ils se trouvent, et en fin de compte, l'armée de l'air qui pourra agir sur la base de ces renseignements. Est-ce que vous êtes d'accord avec Benyamin Netanyahou de repousser complètement les Iraniens et pas de les laisser à 100 km ? Je pense que la formulation n'est pas une bonne formulation, dire je ne suis pas d'accord pour 100 km. Il faut dire les choses de manière positive. Mes lignes rouges sont à 3 dimensions. Premièrement, territoriales, que l'on mesure en kilomètres. Les éloigner du plateau du Golan à 100 km, c'est très bien. Mais cela ne suffit pas. Je veux aussi que les missiles modernes, précis, avec une portée de 300-400 km ne soient pas placés là non plus. Et il y a quelque chose qui n'a pas été évoqué dans la presse, c'est tout ce qui concerne les milices chiites que les Iraniens et le Hezbollah veulent installer en Syrie. Pas une petite division comme on l'a aujourd'hui, mais 8, 10, 12 divisions. Et cela est absolument inconcevable. Donc il y a une dimension géographique, qualitative et quantitative, il faut en parler en général. Est-ce que le dernier Iranien va quitter le sol syrien? Je ne le pense pas. Mais si nous traitons de ces 3 dimensions, je pense que cela sera un très bon résultat. Et si le Premier ministre travaille là-dessus, il faut le remercier et lui souhaiter tout le succès. Revenons à la bande de Gaza. 100 frappes, plus de 100 frappes sans faire quasiment aucun blessé. C'est presque du jamais vu. Écoutez, je pense qu'entre Israël et le Hamas, il y a une sorte d'équation, une certaine compréhension orale pour essayer de ne pas causer de tuer d'un côté ou de l'autre, pour ne pas recommencer à avoir une nouvelle guerre avec Gaza que le Hamas craint beaucoup et ne souhaite pas, et Israël ne le souhaite pas non plus. Et donc, il lance des ballons, des cerfs-volants qui causent des dommages, qui brûlent des champs, mais qui ne tuent pas des personnes. Et Israël, dans une certaine mesure, fait un peu la même chose de l'autre côté, en disant vous brûlez nos champs, très bien, nous détruirons vos installations, vos camps d'entraînement, les lieux où vous fabriquez des roquettes, etc. Et on les prévient plus ou moins à l'avance qu'ils doivent évacuer. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression, quand même, que la force de dissuasion est atténuée face à une guerre que l'on dit presque propre ? Je pense que la dissuasion n'a pas échoué, mais elle est fissurée. Elle est fissurée au niveau du fait que nous n'essayons pas de tuer un maximum du Hamas, mais eux non plus. Ils tirent quelques mortiers, quelques roquettes, ils ont des armes bien plus lourdes qui ne ressemblent évidemment en rien à ce que nous avons. Et donc je pense que la dissuasion de là vers le haut fonctionne très bien. En bas, au sol, là, il y a une fissure qui s'est créée qu'il faut combler. S'il n'y avait pas de dissuasion, on serait aujourd'hui en pleine guerre. Le fait qu'il y ait cette dissuasion, nous n'avons pas de nouvelle guerre à Gaza. Est-ce que vous n'avez pas l'impression toutefois que l'armée de l'air est presque le airbag du gouvernement aujourd'hui face aux menaces qui pèsent et au sud et au nord? Je ne comprends pas cette notion d'airbag, de coussin de protection. L'armée de l'air est la richesse la plus importante de l'État d'Israël sur tous les fronts où Israël risque de devoir se mesurer. Cette nuit, nous pouvons nous retrouver par exemple à Gaza avec un seul tir de mortier qui tomberait, que Dieu nous en préserve, sur un jardin d'enfants avec des enfants et non pas sur un jardin d'enfants vide. Nous pouvons nous retrouver le mois prochain dans une confrontation avec l'Iran en Syrie. Pour ce qui est de son installation en Syrie, nous pouvons nous retrouver dans une confrontation avec le Hezbollah et cela devient de plus en plus difficile. Nous pouvons nous retrouver obligés d'attaquer en Iran parce que les Iraniens peuvent recommencer à enrichir de l'uranium après que les Américains aient quitté l'accord sur le nucléaire. Donc, sur ces 4 fronts-là, l'acteur principal, c'est l'armée de l'air. Mais ce n'est pas le seul acteur. Très rapidement, Amos Yalin, si vous aviez un mot à choisir, ça serait l'armée de l'air ou le monde de renseignement? C'est comme si on demandait à quelqu'un de choisir entre son papa et sa maman. Moi,
Je suis né à l'armée de l'air. C'est donc mon père. C'est là que j'ai grandi, c'est là que j'ai combattu lors de la guerre de Yom Kippour, lors de la guerre du Liban, en attaquant cette centrale nucléaire-là et d'autres, et toutes les activités. J'ai fait quand même plus de 250 incursions au-delà des lignes ennemies. Et lorsque je suis devenu général, j'ai été choisi pour être le chef du renseignement militaire, qui est un rôle absolument passionnant, une fonction extraordinaire, tant pour la collecte du renseignement que pour l'analyse du renseignement et dans l'interaction avec le Premier ministre, le ministre de la Défense. On appelle ça le chef du renseignement militaire, mais c'est en fait le chef du renseignement national. Et je ne peux pas séparer ces deux éléments. Ce sont deux éléments qui sont très importants et ce sont des éléments qui apportent énormément à la sécurité de l'État d'Israël sans que l'on puisse renoncer à l'infanterie. Mais là, je n'ai pas servi. Merci, Amos Yadlin, d'avoir répondu à nos questions. Voilà, cette édition spéciale consacrée à l'armée de l'air est terminée. La saison de défense l'est aussi. On se retrouve dans un petit mois à la rentrée avec de nouvelles énergies, de nouveaux invités, je l'espère, et de nouvelles idées. L'occasion pour moi de rappeler que le monde de la défense n'est pas, contrairement aux idées reçues, un monde d'hommes. La preuve, vous la voyez sans doute, Elsa Mimoun à l'écran, mais elle s'appelle également Dvorah, Élise. Ce sont elles qui sont derrière les manettes. Elles sont aux manettes qui calme parfois mon surplus d'énergie. En clair, notre équipe vous donne rendez-vous très vite, chaque mercredi sur notre antenne d'i24 News. Et n'oubliez pas, soyez toujours en sécurité dans le monde de la défense. Merci Lise, merci Dvorah, merci Elsa. À très bientôt sur d'i24 News. L'information continue sur notre antenne. À très vite.